passe, parce qu'on a deux intervenants, donc on va écouter tout de suite Alain Romassin. Donc, j'ai le grand plaisir de le présenter virtuellement, hein, puisque cette épidémie a empêché plusieurs rencontres qui étaient prévues en présentiel. Alors, Alain Romassin, qui est maître des confs à l'Université Paris-Descartes, mais qui va bientôt être passé à Clermont-Ferrand, hein, c'est ça, Alain, n'est-ce pas? On ne t'entend pas? Bon. Donc, oui, pardon, je n'avais pas le son. Oui, voilà, c'était juste pour confirmer. Merci. Alors, Alain Romassin est un très grand spécialiste de l'œuvre de Giono, hein, qui a été souvent nommé tout au long de cette journée. Un livre, un essai remarquable sur le corps à l'œuvre de Giono, paru chez Champion en 2009. Il a publié une dizaine d'ouvrages collectifs consacrés à Giono, ou bien sur la littérature française et les animaux, donc la zoopoétique dont on a parlé ce matin. En particulier, il a aussi édité un numéro de fiction avec Anne-Simon et Pierre Skounches intitulé Éco-poétique, au pluriel, justement, en 2015. Et il prépare avec Jean-Christophe Cavalin un numéro de la revue Fabula, Littérature, Histoire, Théorie, LHT, sur l'éco-poétique confrontée à l'urgence climatique. Et son prochain ouvrage, La mort des bêtes, va bientôt paraître. Le titre de sa communication est Biodiversité de l'univers jaunien. À toi la parole. Oui, merci beaucoup David et merci beaucoup Béné de m'avoir invité à cette journée qui est passionnante, hein, depuis ce matin. J'apprends beaucoup de choses. Et puis, évidemment, ça fait plaisir d'entendre citer sans cesse Giono. J'ai beaucoup aimé, hein, ce qu'a dit Madame Cibran là, sur Giono. En effet, moi aussi, j'ai été sensible à l'élan en début de communication quand elle a parlé de la forêt et quand elle a parlé de Giono. Alors oui, je n'ai pas trouvé mieux comme titre, je n'étais pas très inspiré, mais Biodiversité de l'univers jaunien, juste pour mettre les deux en rapport. La notion de biodiversité est devenue aujourd'hui très populaire, est abordée par nombre d'auteurs contemporains, mais comme le souligne Alain Pavé dans Comprendre la biodiversité en 2019, la notion n'a pas attendu le mot pour être pensée. C'est dans ces prolégomènes que je souhaite situer l'œuvre de Jean Giono, romancier, essayiste, voire éco-poète, dont l'approche du vivant est d'autant plus intéressante qu'elle échappe en grande partie au contexte de crise entourant l'émergence du mot, tout en s'exacerbant quand même d'une vigoureuse dénonciation des effets mortifères de la modernité. Dans les termes de Virginie Maris, dans sa philosophie de la biodiversité, il serait plus approprié de parler à son propos de diversité biologique, puisqu'on commence à parler de biodiversité lorsqu'on prend conscience des dangers qui la guettent. Mais faire le constat et l'éloge de la vigueur du vivant, comme le fait Giono, n'empêche pas de dresser un réquisitoire contre toute approche comptable et purement technico-scientifique, réquisitoire par lequel Giono anticipe dès les années 30 sur l'attachement de Virginie Maris à une nature qui ne soit pas qu'un jardin, une simple réserve de ressources, comme elle écrit cette fois-ci dans La part sauvage du monde. Penser la nature dans l'Anthropocène. L'œuvre gionienne se distingue par son goût du foisonnement des espèces, un peu comme ce matin pour Seamus Heaney, par sa volonté de rendre justice à la diversité des points de vue vivants, bien au-delà de celui des humains, par sa volonté d'intégrer l'être humain dans l'ensemble du monde vivant, mais aussi par sa conscience du caractère mortifère de la modernité telle qu'elle se manifeste, notamment dans les villes, mais aussi de plus en plus dans les champs et dans les campagnes. Or, ce qui l'oppose à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'érosion de la diversité biologique, c'est une conscience exacerbée du foisonnement du vivant qu'il transmet par l'usage de son imaginaire poétique, éco-poétique. Dans une conférence pour les rencontres Giono, donc dans une conférence pour les rencontres Giono de 2017, qui était consacrée aux animaux, j'avais qualifié Giono de plume à bête.
tant son œuvre me paraît l'une des plus richement dotées en animaux de toutes sortes et de multiples façons. Que ce soit par la simple représentation d'animaux, par la figuration de personnages d'animaux de premier plan, ou par le jeu des symboles attachés aux animaux et à l'animalité, sans oublier le jeu des expressions et des figures de style, voire par le choix de certains animaux comme modèle de l'écriture elle-même. On y reviendra. Encore m'a-t-il fallu caractériser cette présence animale et cette présence aux animaux. C'est précisément la diversité du vivant, c'est-à-dire à la fois son abondance et sa disparité, que j'avais retenu. L'abondance va sans dire pour qui fréquente un peu les contrées gioniennes. Troupeaux de moutons surabondants du Serpent d'étoiles, où ils sont une lourde mer, je cite, jusqu'au dernier roman, l'Iris de Suse, en passant par le Grand Troupeau, qui leur doit son titre. Troupeaux pléthoriques de bœufs ou de taureaux dans le champ du monde, dans Camargue, oiseaux par milliers ou par millions dans Fragment d'un paradis, dans Camargue, dans Provence. Il est vrai que ces derniers, les oiseaux, selon le narrateur de Promenade de la mort et Départ de l'oiseau Baguet, sont, je cite, l'espèce animale la plus morcelée. C'est du ver de couleur sur lequel Dieu a marché. Mais les serpents pullulent aussi, notamment dans Camargue et Jean le Bleu, et des pans encore, beaucoup moins nombreux, mais extrêmement précieux. Il y a aussi des papillons qui s'envolent en brasillement dans Provence ou par essaims mêlés aux mouches dans le Hussard sur le toit. Papillons indénombrables au point qu'ils forment, je cite, un papillonnement irisé, semblable à celui qui tremble au fond de l'air surchauffé. Et à partir du cycle du Hussard, mais ils importent déjà dans Que ma joie demeure par exemple, les chevaux deviennent également omniprésents dans tous les modèles, petits, grands, nobles ou pas, ceux qu'on attelle, ceux qu'on monte et ceux qu'on regarde courir ou danser en liberté. Des chevaux, mais aussi des crapauds, puisqu'il faut de tout pour faire le monde de Giono, des crapauds tout blancs, sans yeux, larges comme des assiettes, quelques poissons pour faire bonne figure, etc., etc. Et ce qui est frappant, c'est que c'est du début à la fin, avec des variations de ton, des variations de description, mais constamment, Giono parle des animaux. On ne peut pas dire enfin, quand on entreprend de donner une idée de l'abondance du bestiaire gionien. Si l'on commence à suivre cette route, en effet, on finit un peu comme en suivant la route de Provence. C'est-à-dire qu'on est noyé dans ce qu'il appelle les Champs-Élysées des vivants, étourdi par des myriades de corps d'écume, de plumes, d'écailles et de poils, adoration éperdue d'oiseaux, compagnie de canards, trouble de brème, ou encore... Est-ce que vous voyez suffisamment ma citation? C'était écrit sur haut? Oui, oui, okay. On la voit. Un troupeau sans fin de cavales qui fait fumer dans le large du Rhône un envolement de crinières d'embrun mêlé d'engoulevents perdus, d'énormes macreuses, de merles d'eau, de marouettes, de tourbillons de poules, de foulques rouges, de nuages de mouches d'or, de bécassos, de perdrix de mer, du vol brusque des des barges rousses, dont le vol éclate comme la cocarde d'un pétard. On le voit, ce qui plaît à Giono, c'est l'abondance, c'est l'explosion. Évidemment, dans le fleuve, il y a encore des chevennes, des tanches, des essurgeons, des saumons, etc., et des flétans. Si je me permettais cette boutade, je pourrais prétendre que plus que de ces paniers de pommes, de poires et de pêches, fort éclairants par ailleurs, Virginie Maris aurait pu se servir de l'œuvre de Giono pour expliquer la notion de diversité, comme elle le fait très clairement dans sa philosophie de la biodiversité. Car le vivant gionien est divers par sa profusion, donc c'est la notion du dénombrement, comme elle nous l'explique, mais aussi par sa disparité, c'est-à-dire par le degré de différenciation de ses variétés, et par l'abondance respective de ces variétés. C'est vraiment systématique chez lui, et notamment dans la première manière, ce qu'on appelle la première manière, c'est-à-dire des années 30 jusqu'au début des années 40. Cette œuvre fait cohabiter le loup et l'agneau, les bêtes domestiques et les sauvages, les utiles et les nuisibles, les infiniment petites. Je pense à tout, on en l'avait un peu ce matin, mais à la fameuse mouche de la contagion du choléra dans le Hussard sur le toit, dont on a parlé à propos du coronavirus, évidemment, à côté du roman de Camus. Et cette mouche est si petite qu'elle n'existe pas, nous dit Giono avec son humour habituel. Et puis il y a les infiniment grandes qu'on peut rencontrer dans Fragment d'un paradis avec la raie et le poulpe formidable de ce roman. Et il y a aussi des animaux qui sont plus ou moins réalistes et certains qui sont complètement fantastiques. Alors évidemment, les variétés en question manquent quelque peu de pertinence scientifique. Cela ne saurait surprendre chez un auteur qui a toujours affiché une certaine ironie vis-à-vis de l'objectivité scientifique ou de la rigueur philosophique. Ironie qu'on entend par exemple quand il parle de ce petit fouille-au-pot de Descartes, ou lorsqu'il explique que l'ordinaire romantisme
l'invraisemblable romantisme scientifique qui tend à dominer, donc à s'éloigner. Alors que l'ordinaire romantisme de tout mon appareil sensuel me pousse à m'accrocher, comme dans la silencieuse pétarade de mille vrilles de viorne, ou la gluante succion de poulpe, à joindre, à pénétrer, à m'effondrer dans les choses, comme le jaillissement chaud d'un liquide vivant, à perpétuellement redevenir dans le catalogue des formes. Autrement dit, sa notion de la diversité, elle est non seulement géographique, mais également historique. Mais voilà que surgit, au passage, une autre notion précieuse pour la compréhension de la biodiversité, celle de l'inclusion de l'être humain dans l'écosystème qu'il tente d'étudier. Alain Pavé le dit avec d'autres mots, mais également avec une certaine ironie. Et que dire des humains, ces animaux curieux, les seuls sachant décrire, compter, évaluer la biodiversité d'hier, d'aujourd'hui, et qui essaient de prévoir celle de demain. Êtres vivants eux-mêmes, ils sont des éléments anecdotiques de cette biodiversité, mais jouent un rôle considérable. Ils transforment le monde qui les entoure sans pour autant le connaître suffisamment, ne faisant pas toujours bien la part entre le réel et l'imaginaire. Quelle est alors la fonction particulière de la tout aussi bizarre sous-espèce Homo sapiens scientificus dans cet orchestre sans chef? On dirait du Giono. Dans l'œuvre gionienne, non seulement les animaux pullulent en quantité et en qualité, mais en outre ils y sont profondément intriqués à ce que Aristote a appelé les deux autres règnes. Le végétal, un article entier pourrait être consacré aux arbres, par exemple, les arbres de Giono, certains déjà ont été consacrés, il pourrait y avoir une thèse. Je vous renvoie au moins à l'article qui est dans le dictionnaire Giono sur les arbres, rédigé par Marianne Arnaud-Toulouse. On pourrait parler aussi du règne minéral, c'est là aussi des rencontres Giono à Manos qui ont été consacrées à la pierre et l'eau, et c'était fantastique sur la question notamment de la vie de la pierre, de la vie du minéral. Nombre de pages entretissent des personnages humains, des personnages animaux, non humains, et d'autres corps vivants de tous ordres et dans le désordre. Ce sont des vents, par exemple dans Regain, c'est le soleil, dans Anne Beaumugne, et dans Regain aussi, les montagnes, dans Bataille dans la montagne, ou Vide Mademoiselle Amandine, l'eau, le chant du monde par exemple, le feu, dans Colline, la terre, peur de la terre, magnétisme, on parlait ce matin de la peur de la terre, océan, fragment d'un paradis, ou étang, ruisseau, fontaine et ciel, bien sûr, dont Giono est capable de nous dire le poids, dans le poids du ciel, ou les craquements nocturnes, dans un passage fascinant de Fragment d'un paradis. Car tout cela fonctionne ensemble, ou pas. Si Giono plonge ces créatures dans une pâte cosmique, ce n'est pas pour en chanter seulement l'harmonie. C'est souvent pour en dire aussi les cassures, du moins entre l'être humain et le reste du monde. Au cœur de l'intense diversité biologique qu'il dépeint, il place cette créature à part quand même, non pas pour la glorifier, mais pour en dénoncer l'arrogance, pour en regretter la solitude. Certes, dans la perspective panthéiste des premiers récits de Giono, non seulement tous les animaux sont faits de chair rouge, lézards, crapauds, c'est évidemment plus ou moins juste du point de vue anatomique, lézards, crapauds, mais aussi ce magnifique animal à deux pattes, menteur par excellence, qui est évoqué dans le Hussard sur le toit, et les insectes aussi bien, les oiseaux, les poissons, mais aussi tout ce qui vit, le moindre brin d'herbe, nous dit-il, et peut-être les pierres aussi, précise-t-il dans Colline. C'est la nature tout entière qui est animalisée, c'est-à-dire à la fois personnalisée, avec ce fameux pan ou le patron en belle veste à 6 boutons de Colline, et animée, qui est vue comme un grand organisme doué de sensibilité et d'une volonté parfois terrible. La sensualité, qui est définie dans Jean le Bleu, est ce qui relie les éléments de ce grand organisme. On parlerait aujourd'hui d'interconnectivité, c'est-à-dire d'un réseau d'interdépendance qui relie les différents éléments du monde au-delà de tout anthropocentrisme ou d'une quelconque scission nature-culture. La souffrance provient d'une interruption de cette circulation entre les différents éléments de la biodiversité. Elle cesse parfois grâce à la sensualité, c'est-à-dire la capacité d'être, donc je reviens sur la définition qu'il en donne dans Jean le Bleu, une goutte d'eau traversée de soleil, traversée des formes et des couleurs du monde. Et elle cesse parfois définitivement par le rétablissement, cette souffrance cesse parfois définitivement par le rétablissement maintes fois raconté d'une circulation complète, une circulation ramenant totalement l'élément dans le tout, et cela s'appelle la jouissance ou bien la mort. Bataille parlerait de la dissolution relative ou absolue de l'être constitué dans l'ordre du discontinu. En d'autres termes, malgré l'opposition que fait Virginie Maris entre la diversité biologique qui désigne de façon neutre une propriété du monde vivant
alors que le terme biodiversité problématise cette propriété. On pourrait dire que la diversité biologique, que l'on trouve à foison dans l'œuvre de Giono et dans laquelle il plonge sans ménagement l'être humain, est également problématisée. C'est-à-dire que ce n'est pas la biodiversité, mais c'est la diversité biologique qui est problématisée à la manière de Giono. Cette problématisation, c'est précisément celle de l'appartenance et de la différence au sein de cette diversité. Colline permet de bien comprendre cette contradiction tragique. Dans le premier opus de la trilogie de Pan, donc Colline, les personnages se retrouvent en effet dans une situation telle que ce n'est plus, je cite, seulement l'homme et tout le reste en dessous, mais au contraire une grande force méchante et bien en dessous l'homme mêlé aux bêtes et aux arbres. Mais ces hommes n'en reprennent pas moins le dessus à la fin du roman, ce dont un sanglier sacrifié semble témoigner. De même, dans Que ma joie demeure, tous les efforts pour lutter contre ce qui est défini comme une lèpre, à savoir une maladie que l'on attrape à force de lutter contre le monde, parce que, je cite Que ma joie demeure, ce que nous voulons, il semble que le monde entier ne le veut pas. Il semble qu'il le fait par force. Ça a dû nous donner un dégoût de tout, à la longue. Tous ces efforts, donc, des humains, échouent. La communauté du plateau Grémone se délitera, les animaux rompront leur alliance avec les humains et chacun sera renvoyé à sa solitude et Bobby, le héros de Que ma joie demeure, à la mort. Bref, l'être humain fait partie de la diversité du vivant. Le Giono, de la première manière, ne cesse de le lui rappeler avec force, et parfois en force, comme on peut penser à la terrible bacchanale qui est décrite dans Prélude de Pan. Mais il n'en est pas moins séparé par une grande barrière. Ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de Giono, c'est à la fois, il décrit à foison cette espèce de mélange panique avec le reste de la création, mais aussi la résistance à cette fusion qui est vécue sur le monde de la frayeur, mais aussi il y a une tristesse à être séparé du reste de la création par ce qu'il appelle dans une nouvelle de Solitude de la pitié, la grande barrière. Et il n'est pas moins renvoyé, cet homme, à l'affrontement de la solitude irrémédiable et du monde, lit-on dans End-Monde. À cet égard, Giono serait plutôt du côté d'Hicham Stéphane Afessa, quand ce dernier affirme, dans son récent Manifeste pour une écologie de la différence, qu'il faut sortir d'un double déni, le déni de notre dépendance à l'égard de la nature, ce qui est le plus fréquent de nos jours, mais aussi le déni d'une différence de l'être humain. Mais pour ce qui est de la problématisation propre à la biodiversité dont parle Virginie Maris, à savoir celle dont on parle lorsqu'on prend conscience des dangers qui la guettent, donc la biodiversité, je le répète, c'est la diversité biologique menacée, eh bien cette problématisation-là aussi, chez Giono, n'est pas inconnue. C'est-à-dire qu'il a sa propre problématisation de la diversité biologique, mais aussi de ce qui sera plus tard, je ne sais plus où j'en suis de mes trucs, voilà, de ce qui sera plus tard la biodiversité, enfin les problématiques de la biodiversité. Giono n'a pas manqué en effet de se soucier des dégâts de la modernité technique, industrielle et capitaliste, non pas tant sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement, mais sur notre rapport au monde. Donc je rejoins ce que disait l'intervenante ce matin sur la différence entre une éco-phénoménologie et une littérature environnementale. Giono serait plutôt du côté de l'éco-phénoménologie. L'éloge de la nature, encore que. L'éloge de la nature est essentiel et évident dans les textes des années 30, laisser les vraies richesses et l'expérience du Contadour, qui lui est intimement liée, préfigure même certaines expériences écologiques et autogestionnaires de notre siècle. En 1936, les vraies richesses manifestent en effet l'engagement littéraire de Giono pour un pacifisme inconditionnel, fondé sur la catastrophe de 14-18 et sur la conscience des impasses de la modernité. Cet essai qui a fait date, qui a enthousiasmé une partie de la jeunesse militante de l'époque, fait entendre une voix inattendue sur fond d'exode rural et de progrès techniques. L'auteur y appelle au rejet de l'argent et des fausses valeurs de la ville et exalte la civilisation paysanne, c'est-à-dire celle qui entretient un lien essentiel avec la terre, à la fois nécessaire, physique, profond, authentique. C'est au nom de cet engagement qu'en pleine rédaction de l'essai Les vraies richesses, il quitte en septembre 1935 sa table de travail pour prendre la tête d'une caravane de marcheurs militants pour une vie communautaire, pacifiste et égalitaire, qui partant de Manosque devait aller à la rencontre des paysans et des bergers de la montagne de Lure. Ce sera l'expérience du Contadour, qui est un essai de vivre autrement dans le rapport au monde. Je renvoie également au travail d'Edouard Schelchly, qui montre que Giono est d'une certaine manière un précurseur de la décroissance. Les vraies richesses le disent, noir sur blanc, l'accumulation capitalistique et le développement du marché sont des impasses et détruisent directement notre lien à la terre.
Comme le résume très bien Mireille Sacotte dans un autre article du dictionnaire Giono, l'argent est de la fausse richesse échangée par des escrocs et des parasites contre le vrai, les produits de la terre et le travail des hommes, dans un environnement qui assure leurs besoins essentiels et leur plaisir d'être au monde. Édouard Schelchly montre que cette argumentation des vraies richesses est encore développée par le romancier dans des articles qu'il fait paraître dans le Dauphiné libéré, donc le journal local, entre 51 et 65. En bon anti-moderne, Giono y prône, par exemple, je le cite, un retour en arrière qui peut sembler aujourd'hui une anticipation. Par exemple, on a l'impression qu'il prône l'approche écologique et le circuit court. Par exemple, il évoque des effets, il évoque des paysans, je cite, propriétaires de petites fermes qui ont recommencé à travailler comme il y a 50 ans et qui ont également supprimé des engrais chimiques et qui proposent des pêches déformées, des asperges mal foutues, des pommes de terre comme des billes de petits pois, qui ne résisteraient pas à un transport par chemin de fer, mais qui tous constituent de la nourriture de grands civilisés. On pensera encore à la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix en 1938, qui incite à une révolution paysanne contre l'ordre injuste et monstrueux du capitalisme. Et on évoquera aussi Le poids du ciel, qui condense la même année les idées éparses dans l'œuvre fictionnelle sur la crise du lien entre humain moderne et monde naturel. Giono y oppose en effet très nettement le paysan d'une part, qui est encore profondément irrigué par la nature, en tant qu'il est, je cite, un homme entièrement naturel, revêtu de forêt, qui lui recouvre les cuisses, les hanches, monte le long de sa poitrine, recouvre son épaule comme une peau d'ours, et d'autre part, les âmes modernes, puantes et pourrissantes parce que détachées de la sève du monde. Les romans gioniens de cette époque ne sont pas en reste et ils ne cessent de revenir là-dessus. Alors je passe, parce que j'ai peur de vous prendre trop de temps. Oui, il y a eu un effet Giono dans les années 30, et qui est encore le cas sur pas mal de lecteurs, et je crois que Mme Sibrand en a encore témoigné. Les lecteurs de Giono sont un peu dans la situation de Jourdan et Marthe dans Que ma joie demeure, quand ils vont à la rencontre de Bobby, et puis sans le savoir du cerf Antoine, dont ils vont faire la connaissance, et qu'ils découvrent comme au premier jour les profondeurs de la maison du monde. Tandis que la forêt se met à chanter pour la première fois de l'an, le mystère, l'émotion, l'intensité sensorielle du passage sont extraordinairement frappants. L'expérience n'en est pas pour autant celle d'une fusion surnaturelle. Donc la forêt naît, et ce à quoi on assiste, c'est à une sorte de panique de la part des deux, enfin, de fascination et de panique de la part des deux personnages. Le vent parla un long mot incompréhensible pour Jourdan. Le faillard au-dessus de Jourdan et de Marthe craqua au long de son écorce, depuis le bas jusqu'à la pointe d'une grosse branche. Elle grinça contre le tronc d'un bouleau d'à côté. C'était un jeune bouleau. Il s'inclina, plus qu'il ne fallait. Il était gonflé de sève adolescente et plein d'enthousiasme. Il passa le mot à des buissons de myrtille, à un alisier, à un érable, à un petit chêne gris. Et puis de là, le mot s'envola en faisant sonner les poutres et les poutrelles de la forêt. On dirait La vie secrète des arbres, hein, en mieux. Alors regardez la situation des deux personnages. Jourdan sentait que l'avertissement était pour lui aussi, mais il ne pouvait pas comprendre. C'est-à-dire qu'il fait partie de la biodiversité, mais en même temps, il y a une coupure. Ils étaient là tous les deux, lui et Marthe, comme des déshérités et des malheureux. Tout comprenait autour d'eux, depuis la plus petite plante jusqu'au plus gros frêne, et des bêtes et les astres même sans doute, et la terre, là, sous ses pieds. Tout comprenait et était sensible. Ils étaient seuls à être durs et imperméables, malgré la bonne volonté. Il fallait qu'ils aient perdu comme ça le bel héritage de l'homme pour être si pauvres, pour se sentir ainsi dépouillés et faibles, et incapables de comprendre le monde. Et c'est alors que Bobby viendra avec son cerf et qu'il essaiera de rétablir cette circulation des êtres humains avec le reste de la création, mais ce sera en vain. La lutte contre la modernité n'est pas une question de projet politique, révolution paysanne ou expérience communautaire. C'est aussi et avant tout, pour un artiste comme Giono, une question de vision et de langue. L'ouvrage inventé par Jourdan vers la fin de Que ma joie demeure est à cet égard symptomatique. En effet, on nous raconte qu'ils vont tous ensemble créer un métier à tisser, revenir à un métier à tisser, et ce métier à tisser est décoré par Jourdan sur son fête, de manière en fait à raconter l'épopée de la communauté du plateau Grémone, et avec comme personnage principal un animal qui va devenir l'animal totem, qui est le cerf de Que ma joie demeure.
Vous voyez, leur dit-il, etc., etc. Je passe là-dessus. Mais ce qu'on peut voir dans ce dessin naïf, c'est qu'il dit l'essentiel. La métamorphose du cerf en totem, c'est-à-dire que le cerf va ensuite les quitter, mais il reste ça. L'animal est désormais consacré comme protecteur et symbole de la communauté, comme intercesseur des humains auprès du reste du vivant et symbole de leur appartenance à un univers qui leur a appris à voir avec ses yeux qui sont décrits comme étant de la même couleur que les bourgeons, tandis qu'eux, je cite, n'avaient que des pierres mortes sous les paupières parce qu'ils avaient perdu la joie des saisons. Si l'œuvre de Giono est remarquable par sa diversité biologique, pour employer des termes d'aujourd'hui, elle n'en fait pas pour autant une donnée neutre qu'il conviendrait d'évaluer, de mesurer, de protéger et même de favoriser. Certes, il y a ce fameux texte devenu une sorte de manifeste écologique international, hein, l'homme qui plantait des arbres. Giono y raconte comment on peut agir pour transformer un désert, une désolation sans exemple, en un pays resplendissant de santé et d'aisance, comment un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert un pays de Canaan. Bref, ce serait un éloge de l'action écologique. Pourtant, ce texte est né d'un malentendu entre des journalistes américains ayant commandé à Giono le portrait d'un homme inoubliable qu'il aurait rencontré, et un romancier qui fournit une œuvre de romancier, c'est-à-dire un mensonge. Elzéar Bouffier n'a jamais existé, son œuvre de plantation serait impossible selon les experts, et le Reader's Digest en a été très fâché, et pour ses frais. Mais pourquoi reprocher à un artiste d'user de ses propres moyens pour favoriser une biodiversité que l'on ne devrait interpréter qu'en termes scientifiques? Si Giono peut être qualifié d'éco-poète, je m'enlise dans les anachronismes, hein, décidément, après avoir parlé de diversité biologique et de biodiversité à son propos, je parle d'éco-poésie, mais bon, peu importe. Si on peut l'appeler éco-poète, c'est en ce qu'il provoque le renouveau, voire le bouleversement de notre façon d'appréhender la nature, et de voir différemment et de reconnaître les normes et les valeurs qui façonnent notre environnement. Les préoccupations concernant la biodiversité et la façon dont on l'évalue en disent long sur notre époque inquiète, technophile, calculatrice. Par son décalage historique et son regard critique sur la modernité, alors qu'elle prenait un essor sans précédent, Giono nous rappelle que notre rapport au monde n'est pas que de surplomb. Nous sommes partie prenante de cette biodiversité que nous essayons de mesurer, de protéger, de favoriser. Et nous y sommes immergés, ou nous en sommes déconnectés, c'est possible aussi, par notre imaginaire aussi. Je termine avec cette partie-là. Écho amusant entre le romancier Giono et le mathématicien écologue Alain Pavé, ce dernier commence le tour d'horizon initial de son comprendre la biodiversité par un « je ne déteste pas les naturalistes ». Quelque peu antiphrastique, hein, puisqu'il critique, tout en reconnaissant la dette qu'il leur doit, leur tendance contemplative, quasi religieuse, pouvant prendre le pas sur le rationnel. Or, c'est un peu le contraire que leur reproche Giono, pour sa part, puisqu'il s'amuse parfois à user du vocabulaire naturaliste pour en abuser, sans scrupule, et le faire éclater. Je pense notamment à Camargue, qui est aujourd'hui le deuxième récit d'Edmond et autres caractères, mais qui est d'abord paru en 1960, accompagné de 100 photographies en héliogravure de Hans V. Sylvester, dans une édition qui se voulait documentaire. Le photographe allemand est allé voir Jean Giono pour lui montrer des photos représentant une Camargue tout à fait référentielle. Le romancier les a examinées, ces photos, a donné son accord pour une préface, puis a tout réinventé, en s'inspirant très librement des photos, du lieu véritable et de plusieurs ouvrages naturalistes que l'on peut trouver dans sa bibliothèque personnelle. Il a complètement tout chamboulé. Mais le delta qui est décrit n'en est pas moins une explosion de diversité biologique, grâce à ce qu'on pourrait appeler son sens de l'alliage acrobatique des registres et des références qui sont mêlées dans une patte narrative, mimant stylistiquement le mélange thématique de réalités disparates. À partir d'une rêverie sur le delta, Giono crée en effet un univers à la fois sans âge et évoluant sans cesse, brassant des milliers d'oiseaux et de serpents, la lumière et la vase, afin de bousculer le lecteur ou la lectrice qui serait trop attaché à des repères rassurants, et afin de l'entraîner dans une école buissonnière de la sensibilité, écrit-il. Il s'agit non pas de s'évader du réel, mais d'en percevoir l'essentiel, d'y percevoir ce qui a lieu, dit Resconties, à savoir la formidable, je cite Giono, la formidable odeur de naissance avant la forme,
à l'heure où la vie mêlée à la mort a encore le droit de choisir ce qu'elle va devenir. On croirait la forêt dont nous parlait tout à l'heure Madame Sivran, hein, c'est-à-dire le moment où on est, la création est dans le devenir. Et ça, plutôt que le morceau de département français avec son préfet, son commissaire, ses gendarmes et ses braves gens, ses messes, etc. Il s'agit donc de cerner le mystère d'un delta, du dépotoir d'un fleuve, d'une alcôve qui se cache dans la lumière, d'une eau qui n'est plus sollicitée par la pente et la pesanteur, mais semble-t-il, par un désir, et qui a ses étangs où elle dort. Ce n'est plus, nous dit Giono, H2O, mais Méduse. Et Méduse va devenir un serpent qui grossit, puis ça devient une sorte de monstre qui semble vouloir bousculer le lecteur, un amas de forces primitives. Ce serpent se love, se déroule et se métamorphose, et il finit par nous bousculer dans nos certitudes chrétiennes, nos croyances politiques et notre avenir scientifique, dit Giono. Difficile d'être plus clair quant à l'usage de la fable et des mythes pour dépasser l'approche jugée trop étroite, myope, de la science descriptive et classificatrice. Votre classification devient un pandémonium. Votre physique et chimie devient poésie. Ici, comme en mains endroits dans l'œuvre, Giono critique la modernité, ses outils, à laquelle il oppose l'approche éco-poétique, enfin poétique, mais on dira éco-poétique en ce qui nous concerne, seule capable d'appréhender les monstres, c'est-à-dire la profondeur du réel et donc de l'intime. Ainsi, du guilleret, par exemple, un lézard, qui est décrit dans Camargue, qui oscille entre la course et la catalepsie, qui ressemble à un chat quand il se bat, qui est vert comme si la couleur verte venait à l'instant d'être inventée pour lui, et qui est décrit par le zoologiste, nous dit Giono, comme affectionnant l'attitude spectrale. Et Giono de préciser, la vérité c'est qu'ils voient les dieux de cette terre sont des monstres, je ne veux pas dire qu'ils sont des diplodocus, mais simplement qu'ils ne peuvent pas être compris par le raisonnement cartésien. Au jeu d'échelle et de contraste divers s'ajoutent les jeux de référentialité. Le flétan tout bête nous entraîne dans une fantasmagorie résolument antinaturaliste. Nous expliquons le mouton, etc. Enfin, je vais peut-être couper, là il me reste 5 minutes, c'est ça? Donc je vais essayer de couper un peu dans mon pandémonium personnel. On pourrait parler aussi de Fragments d'un paradis, hein, où dans Fragments d'un paradis, il y a un naturaliste embarqué, mais qui est complètement dépassé. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il essaie de décrire quelque chose qui est indescriptible, et sans cesse, on a un chapitre qui s'appelle « On s'aperçut que », 3 petits points, et ce qu'il va y avoir derrière ces 3 petits points, ça ne va pas être une classification naturaliste, mais au contraire, une sorte de rôlier, ou un oiseau de feu, une dorade que tout le monde connaît, ou celle qui fait danser. Il y a des requins ordinaires, ou un monstre de 6 mètres, dont le cœur continue de battre 2 heures après avoir été arraché. Puis il y a des cétacés. Il y a peut-être des dauphins, mais évidemment pas tout à fait. Il y a un diable de mer qui est du genre des raies, mais qui forcément paraît en être une nouvelle espèce. Et puis il y a un minuscule animal de figure angulaire, aux palpitations chromatiques. La raie inouïe aussi, qui est inventée par Giono, un poulpe orgasmique, etc., etc. Ça me fait penser aussi à Jacou, dans Que ma joie demeure, l'un des personnages donc, de Que ma joie demeure, du plateau Grémone, qui vit avec des bêtes ordinaires, des bestiaux, et qui rêve de bêtes extraordinaires. Son sommeil est tout illuminé de bœufs et de vaches à la peau de feu, de moutons, de chevaux et de chèvres à la beauté extraordinaire, et notamment d'un taureau blanc. Alors peut-être que ce taureau est le cousin de celui dont Giono fait l'incarnation de l'art. Voilà ce qu'il dit dans son journal. « Je recherche le rythme mouvant et le désordre, touché par la chair, donné de la chair, habitués à voir par leurs petits yeux et à sentir par leurs petits sens, leur petit monde cartésien, ils ont décidé de faire de l'art comme une carrière. Qu'est-ce qu'ils en savent de l'art? C'est un taureau sauvage. Pour le surprendre au fond des bois, il faut se faire arbre ou rocher ou taureau, être sauvage comme le monde. » Je vous l'accorde, nous avons été entraînés un peu loin de la biodiversité en tant que concept scientifique, mais pas si loin du vivant ni de la diversité biologique dont nous faisons partie. Jean-Christophe Cavalin le dirait encore autrement dans son récent Vallée Noire, vers une écologie du récit, en affirmant que, je le cite, « ce dont nous avons besoin, ce sont des récits d'immanence, c'est-à-dire de moins d'imminence, moins de récits construits sur le péril, l'anticipation, qu'est-ce qui va arriver aux héros, etc., mais plus de récits de contemplation et d'attention à ce qui se passe. Des récits qui font plus attention aux relations. Des récits permettant d'affronter des temps extrêmes qui sont les nôtres, temps d'urgence climatique et d'érosion de la biodiversité. Cavalin donne l'exemple de son père, terrifié par la forêt et par la nuit,
faute de viatique ou de sauf-conduit, dit-il, qui serait celui des contes. Car ses parents, je cite Cavalin, n'avaient pas été nourris des légendes et des coutumes dont le patois de la région colportait les vieux savoirs à la barbe de l'instituteur et aux grandes dames du curé. Ils travaillaient en silence une terre qui se taisait. Et acculé dans la nuit, laisser le gamin de 8 ans trembler d'une peur inculte. C'est ça le problème. Le jeune Giono aussi avait peur. Avant qu'il ne cherche dans ses essais à développer et à conceptualiser sa pensée d'une vision panique de l'univers, il a souvent insisté sur une expérience vécue, jeune garçon, une sorte d'initiation à l'existence monstrueuse de la nature. Il la relate aussi bien dans Présentation de Pan que dans la préface à l'édition des Exemplaires de Colline, où il dévoile, je le cite, les premiers traits de la figure de Pan et sa marque de terreur divine infligée dans son cœur de petit berger bénévole. Ainsi, dit-il, il sut à jamais que cette terre vivante est une chair pleine de grande volonté. D'une certaine manière, l'œuvre de Giono l'a aidé à canaliser sa peur en donnant formes et figures à son rapport au monde. Son œuvre est une manière de résister au dessèchement d'un univers réduit par nos divers calculs. Une manière d'exacerber la diversité biologique et de problématiser en une biodiversité existentielle, et de la problématiser en une biodiversité existentielle. Je laisse donc les derniers mots à Giono avec un passage des vraies richesses. On m'a quelquefois reproché de ne peindre que des hommes ayant des ailes d'aigle, des griffes de lion, des sortes de géants légendaires. Moi, je vous reproche de peindre des hommes sans ailes, sans griffes et tout petits. Vous me faites le reproche de la démesure, je vous fais le reproche de l'aveuglement. Je vois mieux que vous le devenir, et même si je le vois mal, et même si je me trompe, j'ai au moins le mérite de faire confiance à la grandeur des hommes, de les pousser au contrat mystique qui les attache au monde, de les lancer vers la vie épique avec ce que vous appelez leurs seuls pauvres petits bras, mais sur lesquels le vent héroïque fait pousser les plumes de l'aigle. Je vous remercie.